Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour répondre aujourd'hui à une question que vous vous posez certainement, que tout le monde se pose. Quels sont les grands dangers qui menacent les marchés financiers pour cet été? C'est vrai que souvent l'été est le théâtre de fortes volatilités, de forts mouvements sur les marchés financiers, notamment les marchés boursiers. Donc là on se dit qu'est-ce qui pourrait se produire? C'est vrai qu'on a eu déjà la pandémie l'année dernière, le rebond, donc est-ce qu'on n'a pas des dangers? C'est ce que nous allons voir tout de suite, est-ce qu'on n'a pas le risque d'un été meurtrier sur les marchés boursiers et financiers au sens large? C'est la question à laquelle nous allons répondre évidemment avec des graphiques. C'est vrai que pour le moment, tout va bien, du moins tout a l'air d'aller bien dans le meilleur des mondes. On voit ce graphique sur longue période, donc là on voit le CAC 40 en rouge, le Dow Jones en bleu, donc tout va bien. Bon, bien sûr, on a eu des cracks, là c'est le crack internet, la crise des subprimes, et à chaque fois ça redémarre. Donc là on a le dernier crack, le coronavirus, et puis ça a redémarré vraiment très nettement, beaucoup plus fort qu'on aurait pu l'imaginer. Alors on voit néanmoins que sur la fin de période, ça commence à se limiter, c'est-à-dire que on a du mal à aller plus loin, ça écrète comme on dit, notamment sur le Dow Jones, c'est la courbe bleue. Alors justement on va faire un petit focus pour voir justement sur plus courte période, depuis 2018. Donc là on retrouve les mini-cracks qu'on avait eu en 2018, à l'époque assez costaud, et ensuite les banques centrales avaient donc réinjecté des liquidités pour relancer la machine. Puis bien sûr le crack du coronavirus, rappelez-vous, moins 37% pour le Dow Jones, moins 36% pour le CAC 40, et puis au gré évidemment de l'amélioration, je dirais, de l'économie grâce aux banques centrales, évidemment, qui ont injecté des liquidités énormes au niveau mondial, nous avons eu ce rebond assez incroyable, et si bien que la bulle est revenue sur les marchés boursiers. Donc, et on voit néanmoins que sur la fin de période, vous voyez, là c'est un peu plus net, sur le Dow Jones ça baisse un petit peu, sur les marchés américains au sens large, sur le marché français également, on a du mal à dépasser les 6006, et donc tout ça montre que peut-être que les investisseurs se disent peut-être pas aller beaucoup plus loin, on a peut-être atteint le maximum. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais pourtant la croissance est là, la croissance mondiale redémarre. Oui, mais c'est ça le problème, c'est qu'en fait, les marchés boursiers notamment ont déjà anticipé la croissance, le redémarrage de 2021, et donc on le voit encore mieux sur ce graphique, parce que le problème c'est que c'est la première fois l'année dernière qu'on a eu une récession, et que pourtant les marchés boursiers n'ont pas baissé. On n'avait jamais vu ça depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc là, juste depuis 97, vous voyez les derniers cracks, donc là on a vu le ralentissement mondial, c'est la courbe bleue, c'est l'évolution du PIB mondial, donc en variation annuelle. Donc on voit ici la petite baisse, même si on avait encore de la croissance, on était à 2,5%, mais c'était le crack internet, donc les marchés boursiers, là, le Dow Jones s'est effondré. Ensuite, alors un peu plus grave bien sûr, la récession de 2009, moins 0,1% de baisse du PIB mondial, et les marchés boursiers avaient anticipé bien sûr avec un effondrement, on le voit ici, de quasiment 35%. Ensuite, ça a redémarré. Puis là, voilà, l'année dernière, on a bien eu effectivement donc un petit à-coup sur les marchés boursiers, mais néanmoins, quand on regarde en moyenne annuelle, on a quand même eu une augmentation du Dow Jones. Donc là, on voit l'effondrement du PIB mondial. Rappelez-vous, l'année dernière, à plus de 4% de baisse, d'un niveau historique. Jamais on avait eu une telle baisse depuis la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, les marchés boursiers, que ce soit le Dow Jones, Standard & Poor's, sans parler du Nasdaq, ont continué effectivement d'augmenter. Ça, c'est la première fois que ça se produit. Donc en fait, finalement, c'est que le marché se sont fait peur au printemps 2020, et ensuite ils ont anticipé la reprise, donc d'où le fait qu'ils n'ont pas baissé. Donc c'est pourquoi le problème, c'est que aujourd'hui la reprise elle est déjà dans les cours, et donc si on regarde maintenant sur plus longue période la corrélation entre le Dow Jones par exemple, et donc c'est la courbe bleue ici, et le PIB mondial en valeur, donc augmenté de l'inflation, en baissant en 1997, on voit que c'est plutôt assez bien corrélé. Donc là, on voit par exemple la récession de 2008, on y revient, avec la forte baisse du Dow Jones. Après, ça a redémarré. Donc, il faut rappeler qu'effectivement, sur long terme, les marchés boursiers restent performants. Mais néanmoins, vous voyez, là, on voit l'année dernière, 2020, donc la courbe bleue s'était rapprochée de la courbe rouge. Donc, on avait réduit la bulle finalement sur les marchés boursiers. Et puis là, ça y est, ça a redémarré. C'est reparti comme en 40, pourrait-on dire, où justement, on a effectivement une reprise qui est sympathique, bien sûr, au niveau mondial. Le PIB mondial réaugmente. Mais on voit que l'évolution du Dow Jones, des marchés boursiers, a été beaucoup plus loin, largement exagérée par rapport à la réalité économique. Donc la bulle, finalement, s'est reformée. D'où le fait qu'on est aujourd'hui sur voilà, un plafond. On se dit, finalement, il y aura peut-être un risque de baisse. Donc, même sur le Nasdaq, qui pourtant est justement la valeur, l'indice des valeurs de croissance, on le voit ici, ça stagne aussi, ça se stabilise. Voyons, on retrouve un peu une situation
analogue à celle qui avait prévalu avant le crack d'Internet. Donc là, on voit la forte hausse à l'époque, donc 90 à 2000, 1100% d'augmentation. Après, le Nasdaq s'est effondré donc de quasiment 80%. Et vous voyez, de 2009 à 2021, pareil, la hausse sur plus longue période, mais tout de même, 1000% de hausse. Et puis là, vous voyez, ça se stabilise depuis quelques semaines, enfin depuis le début d'année finalement. Et on se rappelle un petit peu cette période qui était justement juste avant le dégonflement de la bulle Internet. Donc attention, s'il y a des petits problèmes de financement par exemple, ou de profits qui ne sont pas au rendez-vous, justement de réglementation, on veut réglementer les GAFAM, introduire des impôts, etc. Donc tout ça fait que on a des risques évidemment, et comme le Nasdaq c'est le fer de lance des marchés boursiers, s'il commence à baisser, évidemment il y aura une répercussion à l'ensemble de l'économie, même si on a une reprise, c'est un peu le paradoxe, on a une reprise économique qui évidemment est là, mais comme elle est déjà dans les cours boursiers, ça n'exclut pas une baisse des marchés boursiers. D'autant que donc nous avons 4 grands risques qui pèsent sur les marchés financiers, au sens large, et notamment les marchés boursiers pour cet été. Alors bien sûr, il y a des chocs extra-économiques qu'on ne maîtrise pas par définition. Donc, par exemple, on entend des nouvelles vagues, etc. Ça fait un peu peur, mais bon, recrudescence de la pandémie, ça serait bien sûr une très mauvaise nouvelle. Des drames géopolitiques qui sont toujours possibles. C'est vrai qu'on n'en parle plus, mais ça pourrait évidemment revenir. Deuxième risque, ça serait le maintien ou le retour de la récession dans certaines zones, certains pays. Alors, on a parlé de l'Inde, par exemple, l'Amérique latine également, qui ne va pas très bien, voire l'Afrique qui pourrait également souffrir. Bon, l'Europe, pour l'instant, tout va bien, les indicateurs avancés sont très bons, donc en Europe, aux États-Unis, mais là aussi, on pourrait avoir des mauvaises surprises. Donc ça, c'est toujours à garder dans un coin de sa tête. Il y a quand même des risques d'un point de vue économique. Et puis surtout, les deux autres grands risques, c'est la poursuite de l'inflation, finalement, qui est là, qui continue d'augmenter. Je dirais, même si Jérôme Powell vient d'annoncer, donc le président de la Réserve fédérale américaine, qu'en fait c'était transitoire, qu'il n'était pas inquiet. Ça, c'est vraiment très dangereux. Nous avons aujourd'hui une sorte de déni de réalité, y compris donc des dirigeants monétaires. Et ça, c'est très dangereux. Autant on est habitué au déni de réalité de la part des politiques, mais de la part des banquiers centraux, c'est un petit peu dangereux, on va en reparler. Et puis dernier risque, qui est d'ailleurs lié, c'est l'augmentation des taux d'intérêt des obligations d'État. Avec la dette publique au flambé, aujourd'hui tout tient sur la faiblesse des taux d'intérêt des obligations d'État. Si ça augmente ne serait-ce qu'un petit peu, évidemment le château de cartes s'effondre, et ça peut bien sûr se produire pendant cet été. Alors on va commencer d'abord avec la croissance mondiale, donc c'est vrai qu'elle redémarre, on va voir ici à peu près 5,5% de croissance mondiale en 2021, mais attention, regardez là, c'est les premières prévisions qu'on vient d'établir au sein de mon cabinet. Pour 2022, on a une petite, enfin même un bon ralentissement, mais c'est quand même de la croissance, on est autour des 2,8-3% de croissance. Donc vous voyez que sur un niveau moyen de 3,5% de croissance de 1980 à 2019, bon, on a eu l'effondrement de 2020, le rebond très fort de 2021, et parallèlement en 2022 on revient sur une croissance plus normale. Donc là aussi attention, c'est déjà dans les cours. Donc ce qui veut dire que si la croissance est un peu plus faible que prévu, alors là les marchés boursiers pourraient baisser. Autre risque important, l'inflation. Alors j'en ai déjà parlé dans des précédentes chroniques, donc je ne vais pas trop y revenir, mais quand même, il y a eu ce chiffre qui est sorti entre-temps aux États-Unis sur les prix à la production hors énergie et produits alimentaires. Ça c'est très important parce qu'on dit oui, l'inflation c'est transitoire, c'est lié au pétrole, etc., aux matières premières. C'est vrai, et d'ailleurs ça continue d'augmenter, donc ça veut dire que l'inflation globale va augmenter, mais l'inflation, ce qu'on appelle intrinsèque, sous-jacente, donc ici aux États-Unis, continue d'augmenter, regardez bien, c'est les prix à la production hors énergie et produits alimentaires, donc indicateur avancé de l'inflation aux États-Unis, donc prix à la consommation, donc là aussi hors énergie et produits alimentaires, et regardez bien la courbe rouge, un plus haut depuis 1989. Et j'ai regardé ensuite, pour retrouver encore un plus haut, il faut monter à 1982. Vous voyez, c'est quand même des chiffres incroyables. Et quand Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale, dit « non, mais tout va bien », nous sommes dans un déni de réalité. C'est extrêmement dangereux. Aujourd'hui, les banquiers centraux masquent la réalité. Par clientélisme, disons-le, pour faire plaisir au marché, peut-être aussi également aux politiques, et ça, c'est très dangereux. Je vous rappelle, l'objectif de la Réserve fédérale américaine d'inflation, c'est 2%. Là, on est à 5%, donc ça c'est l'inflation, c'est l'objectif de la Réserve fédérale, et bien entendu, même s'il y a une petite baisse pour la fin de l'année, en moyenne annuelle, on sera autour des 3,5% d'inflation aux États-Unis, donc largement au-dessus de l'objectif de moyen terme de la Fed. Et parallèlement, donc, maintenir le taux d'intérêt à 0, c'est particulièrement excessif. Et surtout, maintenir la planche à billets. Aujourd'hui, la Réserve fédérale devrait dire on va stopper, voire limiter dans un premier temps, et ensuite stopper assez rapidement la planche à billets. On n'en a plus besoin. Autant on en avait besoin la dernière avec une forte récession, autant cette année que la croissance est là, autant cette année que l'inflation rebondit. C'est du travail, c'est le travail des banques centrales, d'éviter que ça aille trop loin. Et donc, si on continue comme ça, attention, c'est très dangereux. C'est pareil également au sein de la Banque centrale européenne.
Sachant qu'en plus, on a eu cette semaine des déclarations donc, de la CDU, donc le parti d'Angela Merkel en Allemagne, qui nous dit, attention, on va devoir retrouver un certain sérieux budgétaire. Donc on commence, vous voyez. Donc pour l'instant, on est quand même dans un monde, une sorte d'économie parallèle qui est extrêmement dangereuse. Et donc là, vous voyez que les taux longs, là c'est aux États-Unis, donc les taux d'intérêt de la dette publique commencent à augmenter. C'est le grand risque évidemment de cet été. Pour l'instant, ça se stabilise autour des 1,5%. Ça a quand même bien augmenté depuis un an, parce que la Réserve fédérale maintient un taux d'intérêt très bas. Est-ce que ça va durer éternellement? Là, on commence à entendre des voix au sein de la Réserve fédérale qui nous disent attention, l'inflation augmente, il va falloir réagir. Et donc les taux d'intérêt à long terme commencent à augmenter, même s'ils se stabilisent. Là, on voit en France, on est autour des 0,2%. Rien de dramatique pour le moment. Hein, c'est le taux, la courbe rouge, c'est en France. Aux États-Unis, c'est ici en bleu. Mais attention, attention, les dettes publiques explosent. Voilà, ça c'est les niveaux du 4e trimestre 2020. Bon, si on prend la Grèce, 205%, la France 116%, fin 2021, on sera certainement à 210% en Grèce, 160% en Italie, 120 à 122% en France. Il n'y a que l'Allemagne qui est autour des 70%. Mais attention, ça crée des dissensions et des distorsions au sein de la zone euro. Là, on voit ce choc, entre guillemets, ce grand écart entre les déficits publics allemands et français. Donc là, on voit par exemple en 2020, nous on a fait donc 9,2% de déficit public par rapport au PIB en France, c'est les bâtonnets bleus. Les Allemands ont fait 4,5%. Et pour 2021, la France va encore aggraver la facture, augmenter son déficit public à 9,4%. Donc là, on a bien compris que le quoi qu'il en coûte maintenant, c'est plus pour lutter contre la pandémie, c'est pour permettre le calme, on va dire, jusqu'aux élections de 2022. Donc c'est évidemment très dangereux. Le quoi qu'il en coûte aujourd'hui ne sert pas à ça. Et donc est-ce que la BCE va continuer d'alimenter cette planche à billets alors que la pandémie, espérons-le, va s'éloigner et que surtout que la croissance revient? Certainement pas. Ce n'est pas le rôle de la Banque centrale européenne, d'autant que vous voyez, les Allemands font des efforts. Si on regarde les écarts de dette publique, regardez donc en France, plus de 120% du PIB, en Allemagne 70% du PIB, de dette publique, 50 points d'écart. On n'a jamais vu ça, bien entendu. Et c'est ça qui aujourd'hui est particulièrement dangereux et qui nous montre que, attention, on risque d'avoir un couple franco-allemand qui va souffrir. Parce que comme on a les élections législatives allemandes donc en septembre 2021, là, il n'y aura plus Angela Merkel pour calmer le jeu. Donc quoi qu'il arrive, même si on a une coalition, est-ce qu'on va laisser la BCE continuer de faire sa politique ultra accommodante jusqu'au printemps 2022 pour faire plaisir à M. Macron? C'est pas évident. Donc ça, c'est très dangereux. Nous jouons aujourd'hui un jeu extrêmement dangereux, d'autant que, comme vous le savez, on a ce paradoxe, la dette publique qui flambe, c'est le cas de la France, alors que les taux d'intérêt continuent de baisser, ça ne peut pas durer éternellement. Vous voyez, donc je vous ai mis un exemple grec, évidemment, parce qu'on l'a oublié, mais à l'époque de la crise grecque, on avait une dette publique grecque, vous voyez, à 170% du PIB, et les taux d'intérêt à 10 ans de la dette grecque étaient montés, vous voyez, à plus de 35%. Là, aujourd'hui, on est à quasiment 210% de dette publique par rapport au PIB en Grèce. On a taux d'intérêt, ouais, c'est les derniers chiffres, à 0,8%. Taux d'intérêt à 10 ans à 0,8%. C'est inadmissible. Donc là, il faut évidemment qu'on puisse aujourd'hui réagir. On marche complètement sur la tête et le fait que la BCE achète en permanence cette dette publique est particulièrement dangereux pour l'avenir. Alors bien sûr, on va me dire oui, mais la dette publique, ça sert pour relancer la croissance, etc. C'est vrai. Mais la croissance a déjà redémarré. Donc maintenant, si on fait de la dépense publique, de la dette publique pour effectivement l'innovation, l'investissement, pourquoi pas? Mais si juste pour colmater les brèches en attendant le printemps 2022, ça c'est extrêmement dangereux. Parce que là, on est en train d'endetter des générations et des générations. Et dès que les taux d'intérêt vont augmenter, ça va nous coûter très cher. Je vous rappelle que 1 point d'augmentation des taux d'intérêt de la dette publique française, ça nous coûte 165 milliards d'euros sur 10 ans. Juste 1 point, ça veut dire 16 milliards d'euros en moyenne par an, ça va faire très mal. Donc là, on est en train de prendre des risques énormes, cette fuite en avant est extrêmement dangereuse, donc il faudrait que les banques centrales arrêtent. Et c'est ce qui pourrait, bien entendu, contrarier les marchés, mais parallèlement, les banques centrales sont également là pour ça, pour calmer le jeu. Bien sûr, sur le long terme, les marchés repartiront à la hausse, mais on a des dangers, bien entendu, pour cet été, avec les tensions sur l'inflation, sur les dettes publiques, et des tensions politiques également au sein, par exemple, de la zone euro. Alors, certains vont dire, justement, c'est le moment d'investir sur le Bitcoin. Alors là aussi, on a eu quand même une douche froide, juste pour terminer. Alors, on a cet effondrement, je ne vais pas y revenir, donc on est à moins 50% en 2 mois. C'est vrai que ça avait très fortement augmenté, mais je pense à ceux qui ont acheté à 60 000 $ le Bitcoin, alors que là, il est autour des 32 000, 33 000, il est même passé sous les 30 000 il y a quelques jours.
Bon, attention, hein, ce n'est pas un placement de père de famille, donc c'est très volatile. Et donc là, on voit bien que même quand il y a, je dirais, des risques, finalement, sur les marchés boursiers ou sur l'économie mondiale, eh bien, le Bitcoin a tendance également à baisser. Donc peut-être que ça préfigure également ce qui va se passer sur les marchés boursiers. Donc attention, l'été, ce sera une très forte volatilité qui va s'imposer sur les marchés boursiers. Donc les risques sont là, notamment sur l'inflation, notamment sur l'arrêt d'une politique monétaire trop accommodante, la remontée des taux d'intérêt obligataires. Donc voilà, il va falloir fluctuer. Alors bien sûr, sur plus long terme, les marchés boursiers resteront bien porteurs, mais tout de même, soyons prudents pour cet été. Bon été quand même, on va bien sûr se revoir entre-temps, on va affiner tout ça, mais le plus important, c'est de garder la voie du bon sens. C'est tout ce que je peux vous souhaiter pour les semaines et les mois à venir. Merci beaucoup et à très bientôt.